Ah, On va débuter. Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Bonsoir également. On va débuter dans un instant. C'est moins marrant en visio, hein, quand même. Hein. C'est moins rigolo, là. Bon, je me tais, je dis plus rien. Alors. Bonsoir à tous. Je vais commencer. Bienvenue à ce premier webinaire sur le défi Aluminov, qui introduit notre 6e édition des rencontres d'Aluminov, un événement assez incontournable pour la filière, qui se déroulera cette année dans un contexte un peu particulier, comme vous le voyez. On vous remercie donc d'autant plus pour votre participation, pour votre présence, votre compréhension face à ces circonstances et surtout l'intérêt que vous pouvez porter à notre concours et aux différents projets qui vous seront présentés ce soir. Ce webinaire se déroulera en 3 temps. Pour commencer, on va commencer par écouter plusieurs membres de notre jury qui reviendront sur leur vision du concours, de l'aluminium ou encore le rapport qu'ils entretiennent dans leur profession avec ce matériau. On pourra également compter sur l'intervention de l'Institut pour l'histoire de l'aluminium, un véritable centre de ressources et d'expertise sur le sujet. Dans un deuxième temps, on laissera la parole aux lauréats de la précédente édition, qui nous feront l'honneur de nous présenter leur contribution avec l'éclairage de leurs professeurs ou d'industriels qui les ont accompagnés tout le long du processus d'élaboration de leur projet. Et pour clôturer ce webinaire, nous garderons quelques instants pour répondre à vos questions. Que vous soyez étudiant, professeur, journaliste ou industriel, n'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations, que ce soit sur les modalités de participation au concours ou encore sur les différents sujets qui seront abordés tout le long de nos échanges. Juste un petit rappel, pour un bon déroulé de ces échanges, on vous demandera s'il vous plaît de bien vouloir couper vos micros, que chaque intervenant puisse intervenir de manière confortable. On prendra donc le temps de répondre à vos questions. Il y a un petit item bulle juste au-dessus de la présentation qui vous permettront d'écrire vos questions. Et on gardera aussi un temps, si vous voulez bien sûr prendre la parole à la fin pour discuter. Voilà, je vais laisser la parole à Cyril Mounier, délégué général d'Aluminium France, pour un mot d'introduction. Merci à tous. Merci Naïla, je ne sais pas si tout le monde m'entend. Je pense que oui. Oui, très bien, oui. Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, je suis très fier de vous retrouver ce soir pour introduire notre tout premier webinaire de la série des rencontres Aluminov 2020. Au nom du conseil d'administration et de toute la filière, nous sommes très heureux de vous accueillir virtuellement, une nouveauté cette année, pour cet événement sur la décarbonation. C'est vraiment le grand thème de cette année. Donc c'est un enjeu concret et stratégique pour notre industrie, notre pays et nos générations futures. Donc ce soir, nous nous consacrerons au concours design Aluminov et je remercie les étudiantes et les étudiants qui sont avec nous pour nous présenter leur projet à base d'aluminium, du moins je l'espère. L'aluminium, vous le savez, est par essence le matériau des nouvelles expériences. Il est léger, 3 fois plus léger que l'acier. Il est résistant, on peut l'utiliser dans des blindages par exemple. Il est malléable, je le dirais même aujourd'hui, enfin ce soir particulièrement, il est futuriste. Il a toujours inspiré des explorateurs comme Jean-Louis Etienne, comme Mike Horn, des écrivains comme Jules Verne ou des créateurs comme Philippe Stark ou Jean Prouvé, et puis vous tous ce soir qui nous écoutez, faisant de ce matériau l'un des plus dynamiques. Donc le défi Aluminov, notre concours de design et d'architecture, célèbre ce dynamisme et cette créativité depuis 2005, donc ça fait 15 ans cette année, 15 bougies, c'est pas mal. Les industriels de l'aluminium sont fiers de cultiver cette tradition en permettant aux nouvelles générations, par ce concours, de proposer des projets à dominante aluminium,
répondant traditionnellement aux usages émergents de notre société. Alors, grâce à notre jury pluridisciplinaire, grâce à l'investissement de nos partenaires, je pense tout particulièrement à l'Institut français du design et sa présidente, l'Union nationale des architectes, l'Institut pour l'histoire de l'aluminium, le défi Aluminov réunit chaque année plus d'une centaine de participants en moyenne et permet de faire émerger un bon nombre de projets qui réinventent notre rapport aux objets du quotidien. Alors, cette année a été fortement marquée par de longues périodes de confinement, et nous sommes à nouveau dans une période de confinement, et cela s'est vraiment ressenti dans les différents projets que nous avons pu avoir. Donc, le jury a décidé de se saisir de cette thématique en récompensant 3 projets qui réinventent nos intérieurs. Alors, les lauréates et les lauréats récompensés de vous détailler leurs projets et leurs inventions. Mais avant cela, comme le disait Neila, je souhaiterais laisser la parole à quelques membres de notre jury, donc Anne-Marie Sargueil, qui est présidente de l'Institut français du design et présidente de notre jury, Lionel Blancard-Deléry, qui est au volant ce soir, mais qui est bien avec nous, vice-président de l'UNSFA, donc l'Union nationale des architectes, Arnaud Berthereau, designer et cofondateur du studio Brio et Berthereau, et Jules Levasseur, designer plasticien et enseignant à l'école de design de Troyes. Alors, ils nous feront l'honneur de nous présenter leur vision du concours, leurs exigences, mais aussi leur rapport aux matériaux dans leur profession. Nous aurons également la chance de bénéficier d'un éclairage historique avec l'intervention d'Yvan Grimbert, directeur général de l'Institut pour l'histoire de l'aluminium. Alors, chers membres du jury, je vous laisse la parole pour passer à la première séquence de ce webinaire, la présentation du concours. Merci à toutes et à tous, et je vous souhaite virtuellement une agréable soirée. Merci beaucoup Cyril pour ce mot d'introduction. Juste pour bref rappel, avant de laisser la parole à nos membres du jury, ce concours s'adresse donc aux étudiants en école d'architecture, de design ou de beaux-arts et leur propose de nous présenter une création dominante aluminium qui répond aux tendances du monde de demain et aux usages émergents. Cette année, la date de clôture de dépôt des contributions est fixée au 23 avril 2021. Anne-Marie, en tant que présidente du jury, je vous laisse prendre la main. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien, oui. Et on vous voit. Donc, merci Cyril pour cette... Ah, c'est encore mieux. Enfin, je ne sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, moi, je vois le visage. Merci Cyril pour cette évocation du partenariat. Je crois que c'est une idée d'avoir une pérennité dans l'organisation du concours. Et en fait, il a raison, que moi, j'organise beaucoup de jurys avec le label Janus. Je pense que quand un jury est pérenne, quand il est assidu, il y a une forme d'engagement. Il y a d'abord un langage commun qu'on a entre nous. On a des valeurs à défendre. C'est pour ça que vous nous avez choisis. Et ces valeurs, elles s'ajustent évidemment avec la société dans laquelle on vit. Et je dois dire que j'apprécie beaucoup de retrouver les membres. Et parmi eux, Lionel, d'ailleurs, qui j'espère ne va pas faire un coup de volant tordu. Pardon. Pas le vide, Non, ça mais je va, ne sais pas pourquoi j'ai attrapé un... Je suis sorti de la voiture, hein, donc tout va bien. Ah bon, alors c'est bien, parce que sinon tu vas te faire arrêter. Donc, on communique beaucoup entre nous. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que quand un jury est pluridisciplinaire, eh bien, on bénéficie de l'expertise des uns et des autres, et c'est ce qui enrichit nos points de vue. De vous infliger, ça doit être l'émotion, la tension de me dire est-ce que c'est bien, est-ce que l'ordinateur est au bon endroit, est-ce que j'ai cliqué. Ça me rappelle dans ma jeunesse, quand on projetait des diapositives, on emmerdait les gens, parce qu'on commence toujours avec des diapositives. Et comme en plus c'était dans le noir, tout le monde dormait. Donc, la technique, il y a toujours quelques couacs au passage. Mais enfin, bravo, bonne organisation pour cause. J'ai lu tout à l'heure quelque chose qui m'a fait penser à cette rencontre. Je n'avais pas du tout prévu. J'ai lu dans Premium Beauty qu'une société chinoise qui s'appelle MEYUME, alors ça je ne sais pas trop traduire, avait décidé que le plastique étant terminé, plus aucun contenant dans le domaine de la beauté ne serait en plastique et qu'ils sont tous en aluminium. Donc c'est vraiment la preuve que ce matériau est un matériau d'avenir. Il respecte ce qui est le cas. Ce qu'on demande aux contenants, c'est
qu'il respecte le contenu. Donc, ce concours a une thématique sur l'aluminium. On a la chance, avec l'Institut de l'aluminium, d'apprendre beaucoup de choses. Et je pense que pour les étudiants, se relier au monde professionnel et à la société, puisqu'on est sur une problématique de développement durable avec ce matériau, c'est vraiment un concours intelligent. Et j'espère que nous aurons de plus en plus de bonnes réalisations. Mais on est content d'aller les trois de ce un peu résumer l'honneur et la joie que j'ai de participer à ce jury. Merci beaucoup Anne-Marie. Lionel, et je coupe mon micro. Merci. Lionel, peut-être que vous voulez dire un mot sur le concours ou encore votre rapport à l'aluminium dans l'architecture. Oui. On vous voit. Donc, bon, déjà, je reprenais un peu ce que disait Anne-Marie, c'est que le fait qu'on soit pérenne dans le dossier. Attends, je vais couper la caméra parce que c'est pas facile pour moi. Le fait qu'il y ait un jury qui soit pérenne, ça permet aussi de suivre un petit peu les évolutions. Pour nous, c'est extrêmement aussi intéressant parce que en fait, on voit les projets évoluer, on voit la manière de les présenter là, depuis ces dernières années. Je passe à faire 7, 8 ans ou 10 ans, je ne sais plus, qu'on y participe. Bon, donc pour nous, cette notion de pérenne, je pense qu'elle est extrêmement importante. Bon, pour les architectes, l'aluminium, c'est un matériau du quotidien, donc ça, j'ai rien à défendre de particulier. Moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est à chaque fois de voir des utilisations très différenciées, parce que je dis toujours, dans la vie, il y a deux choses qui sont importantes. Bon, d'abord, c'est de faire la différence, donc d'être différenciant. Et la deuxième, c'est d'être dans le détail. Donc, c'est la qualité du détail. On a râlé quelquefois parce que les dossiers étaient mal présentés ou on comprenait bien. Là, de plus en plus, il y a quand même une qualité de dossier qui est très élément important, qui marie la technique avec l'esthétique, parce que je pense que les deux sont liés, surtout pour nous, les architectes. Donc, je remercie vraiment cette confiance qu'on nous fait de nous inviter dans son jury. J'ai beaucoup de plaisir à voir les membres du jury. Alors là, on ne peut pas se voir en ce moment parce que c'est l'actualité. Mais j'ai hâte qu'on se revoie et c'est un bon moment qu'on passe tous les ans. Donc, merci à tous et prenez soin de vous. Voilà. Merci. On vous remercie surtout pour votre mobilisation et votre investissement dans ce concours qui... Pardon. Arnaud, peut-être que vous pouvez dire un petit mot. Vous êtes parmi les derniers membres du jury à avoir rejoint ce jury il y a, je crois, 2-3 ans. Ouais, c'est ça. Bonsoir à tous. Alors, c'est exactement comme ça que j'allais introduire en disant que ça faisait pas 7 ou 8 ans que je faisais partie du jury, mais que ça n'empêche que je trouve que déjà, en aussi peu de temps, la qualité des réponses a évolué. Et ça, enfin, moi, je trouve ça déjà impressionnant en si peu de temps. L'autre chose je crois qu'on a tous perçu cette année, c'est les nouveaux enjeux écologiques que les étudiants ont mis en avant dans leurs différents projets, à la fois écologie en termes dans l'utilisation du matériau et à la fois dans les objets qui sont voués à rendre les choses plus écologiques dans leur usage, dans leur fonction, dans leurs besoins. Et ça, c'est extrêmement positif. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent ce soir, qui sont étudiants, sachez que c'est bravo, bravo. Et j'espère que voilà, c'est une mode, mais que c'est une bonne mode parce que ça fait quand même partie on le voit, des enjeux de demain. L'aluminium y contribue. Je discutais la semaine dernière, nous on travaille donc régulièrement avec l'aluminium, c'est un matériau qu'on aime beaucoup. On est designer, on travaille à la fois sur des sujets d'architecture et à la fois sur des sujets d'objets. Donc c'est un matériau qui pour nous est parfait parce que on peut à la fois aller très très loin dans le détail et à la fois avoir une production, on va dire une échelle de production qui est gigantesque. Donc c'est un bon terrain de jeu. Et je discutais la semaine dernière avec un extrudeur en aluminium chez Hydro qui me disait que les extrudeurs, mais j'imagine pas que, donc les autres acteurs industriels de l'aluminium sont en train de faire des énormes efforts pour la traçabilité de l'aluminium recyclé. Et du coup, je pense que ça va participer également alors, on n'est pas là pour dire que l'aluminium doit écraser tous ces autres matériaux, chacun a sa place et c'est très bien, mais en tout cas pour dire que l'aluminium devient aussi va devenir dans sa lisibilité quelque chose de beaucoup plus propre et c'est une bonne chose, c'est chouette.
Donc, non, voilà, bravo à tous, continuez sur cette voie-là et ravi d'être ici et puis ravi de continuer à participer à ce jury et j'espère encore pour les années à venir. Mais dans des meilleures conditions, évidemment, on est tous d'accord avec ça. En présentiel, on espère. En présentiel, on espère, oui. Oui, donc c'est vrai qu'il ressort énormément des enjeux de recyclabilité, de sobriété dans les différents projets qui ont été présentés cette année. Jules, vous qui êtes également enseignant à côté de vos activités de designer plasticien, vous pouvez peut-être nous parler un peu de vos différentes expériences avec les étudiants ou dans votre activité professionnelle? Oui, merci. En premier lieu, bonsoir à tous. Je peux parler très rapidement, peut-être de mon point de vue. Moi, je suis donc designer plasticien. Donc, j'ai un travail qui est assez porté sur la matière et l'expérimentation de celle-ci. Et j'ai beaucoup d'affinités avec le produit industriel. Dont l'aluminium peut parfois en incarner le substrat en un sens. Donc j'ai pas mal expérimenté ce matériau sous différentes formes. Et donc effectivement, on a pu. Moi, j'ai collaboré avec une entreprise qui fait du nid d'abeilles en aluminium. En France, à Courtenay, à côté de Paris, dans le centre. Et donc voilà, je souhaite aussi remercier cette entreprise pour son implication auprès des étudiants. Et je souhaiterais aussi excuser son directeur qui n'est pas là avec nous, mais qui aurait bien souhaité partager un petit peu sa relation avec ce produit-là. Donc on mène en fait ensuite un travail avec les étudiants sur justement l'expérimentation de la matière et quelques étudiants sont allés au bout de leur démarche pour présenter ce concours, c'est-à-dire qu'ils ont aussi donné suite à des expérimentations qui ont pu être faites en cours et pris l'initiative de mettre de la qualité dans leur dossier. Je reprendrai ce qui a été dit auparavant. Et c'était effectivement très plaisant à voir. Et donc, je suis absolument ravi et je félicite Marine qui, pour la qualité de son projet, qui a fait l'unanimité dans le jury. Donc voilà, c'était vraiment une expérience qui était très intéressante et je crois que la qualité de ce concours, c'est sa bienveillance et justement son regard sur la matière. Donc on parle évidemment des usages, les étudiants proposent des usages, mais je crois qu'il y a dans les projets qui sont valorisés à chaque fois une connaissance, un questionnement de la matière, une maîtrise de cette matière. Et il y a finalement assez peu d'opportunités pour les étudiants de montrer un travail comme ça à un jury, puis ensuite de pouvoir aller plus loin avec, pourquoi pas, une sélection lors d'un concours, etc. Et donc, je trouve que c'est vraiment une expérience pour les étudiants qui est très bonne. Donc voilà, je suis très content aussi de faire partie du jury et de découvrir les initiatives des étudiants qui sont nombreuses dans ce domaine. Merci beaucoup. Et effectivement, pour tous les étudiants qui nous écoutent, n'hésitez surtout pas à vous inscrire et à commencer à travailler sur vos contributions que vous pourrez soumettre à notre jury. Je vais maintenant laisser la parole à Yvan Greenberg de l'Institut pour l'histoire de l'aluminium qui va nous faire un petit tour historique sur ce matériau. Yvan, bonsoir à tous. L'Institut pour l'histoire de l'aluminium que je vais rapidement vous présenter est partenaire du concours depuis quasiment sa création et c'est vraiment chaque année un moment important pour nous parce que ce concours correspond bien à une des missions premières de cet institut qui est d'organiser la rencontre, de décloisonner des disciplines, des milieux différents.
L'Institut pour l'histoire de l'aluminium, c'est un centre de ressources et d'expertise sur le matériau aluminium, un centre qui a été créé il y a une trentaine d'années maintenant et qui a la particularité de créer ou d'initier un autre regard sur l'aluminium, un autre regard à travers des disciplines différentes, dans des milieux différents qui sont l'industrie, la culture, la recherche, l'éducation, à travers plus de 50 000 documents qui sont rassemblés dans ce centre de ressources. C'est une bibliothèque, de la documentation technique, des témoignages, des films. Ce sont des collections d'objets, je vais y revenir dans un instant, parce que ces collections d'objets résonnent de façon très forte avec les objets qui nous sont présentés aujourd'hui. C'est la participation à un certain nombre de programmes de recherche avec des laboratoires en sciences humaines qui travaillent en histoire, en architecture, en sociologie. Un petit exemple d'un programme auquel nous participons actuellement qui s'appelle Archipal. Archipal, c'est un projet qui réfléchit sur l'histoire de l'aluminium dans l'architecture et sur les problématiques actuelles de restauration des monuments créés tout au long du XXe siècle. Partenaire de la recherche, l'Institut, c'est aussi un lieu qui reçoit régulièrement des chercheurs, y compris des jeunes chercheurs, y compris des étudiants d'école qui viennent chercher à la fois du conseil et une documentation spécifique pour leur travail. Et puis, c'est une structure qui s'attache à faire connaître le patrimoine de l'aluminium à travers un certain nombre de livres, à travers de l'édition online, à travers des outils multimédia, des expositions, des réalisations qui s'adressent à des publics divers et qui notamment mettent en valeur des collections, puisque l'IHA a la particularité de gérer ou d'être propriétaire de deux extraordinaires collections. La première, la collection Jean Plateau, imaginez 25 000 objets qui viennent des quatre coins du monde, qui ont été fabriqués entre les années 1850 et 2019 ou 2020, et qui sont une espèce de conservatoire des usages, de la façon dont à la fois les industriels, mais aussi les artisans, mais aussi les artistes se sont emparés du matériau aluminium. Et cette collection raconte en fait ces rencontres diverses entre l'aluminium. Alors, elle est pleine d'objets connus et familiers, elle est pleine d'objets inconnus, elle est pleine d'objets techniques, d'objets chargés d'émotions. C'est une collection que l'IHA a le privilège de valoriser alors que c'est une collection privée. Et c'est une collection qui est régulièrement exposée en France et dans le monde. Un mot sur une deuxième collection dont l'IHA est propriétaire, que la diapositive présente maintenant, c'est la collection Jean-Albert Grégoire IHA. Alors à la différence de la première, celle-là, elle s'occupe d'un seul objet, c'est l'automobile. L'automobile est plus précisément la production d'un ingénieur de génie, Jean-Albert Grégoire, qui tout au long du XXe siècle a été un pionnier de l'utilisation intensive de l'aluminium dans ce secteur, à un moment où personne n'y croyait. Et ce qui est intéressant chez Grégoire, c'est qu'il est à la fois à la recherche de solutions techniques qui sont des solutions de rupture, mais aussi de rupture contre la technique, ce qu'il appelle la technique officielle, mais c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse à la beauté de l'objet, à la grâce des matériaux, qui affirme régulièrement cette phrase de Vlaminck: vérité mécanique est toujours belle. Et cette collection est tout à fait unique. Elle comprend 11 véhicules qui sont protégés aujourd'hui au titre des monuments historiques. Je crois que c'est une des deux collections en France d'automobiles qui sont monuments historiques. Et elle est aujourd'hui visible, vous pouvez la découvrir à la Cité de l'Automobile à Mulhouse. L'IHA, c'est aussi un éditeur
Et on avait envie d'offrir aux lauréats de l'édition de ce concours 3 livres qui sont un bon échantillon de ce que nous essayons de produire ou des livres auxquels nous participons. Le premier, qui s'appelle Passion Aluminium, présente une sélection de 2000-2500 objets de la collection Plateau. Ce sont peut-être les objets les plus spectaculaires, les plus significatifs. Et c'est vraiment un voyage dans cette collection et dans les usages et l'imaginaire de l'aluminium. Deuxième publication, la revue que publie l'Institut, les cahiers d'histoire de l'aluminium, et qui, à l'occasion de son 30e anniversaire, avait invité des chercheurs, des artistes, des designers, des ingénieurs, toutes sortes de gens, à choisir un objet, un élément, un document d'archives pour donner un point de vue particulier sur l'aluminium. Et puis le troisième ouvrage qu'on a le plaisir de vous offrir, qui s'appelle L'aluminium, matière à création, c'est le résultat d'un gros programme de recherche qui a associé pas mal de laboratoires et de disciplines autour du matériau et des multiples façons qu'il a de chanter la création. Alors évidemment, beaucoup de choses autour du design. Je voudrais simplement finir en disant que l'Institut travaille sur des objets et des produits multimédia, et notamment sur 2 sites que vous pouvez consulter dans votre travail. Une iconothèque numérique qui rassemble plusieurs dizaines de milliers d'images qui sont représentatifs de l'histoire de l'industrie de l'aluminium, de l'histoire des objets, de l'histoire des techniques, et puis aussi une bibliothèque numérique qui catalogue un grand nombre d'ouvrages et qui publie en ligne pas mal de ressources qui peuvent être utiles dans votre travail de jeune designer à la recherche de trésors du passé. Voilà, merci. Merci Yvan pour cette présentation très complète et très enrichissante de l'IHA. On va passer maintenant à la seconde partie de notre webinaire qui met en avant les projets lauréats de l'édition précédente du défi Aluminov. Anne-Marie, encore une fois, en tant que présidente du jury, vous nous ferez l'honneur d'introduire cette séquence et de remettre virtuellement ces prix. Pour commencer, Anne-Marie, vous m'entendez? Je pense qu'Anne-Marie a un petit souci de connexion. Ah, Anne-Marie, je vous vois, c'est bon. Enfin, voilà. Mais pour être sûr que je n'écorche pas le nom, je vais vous laisser les annoncer et puis moi, je vais faire le petit commentaire. On va commencer par, oui. Bon. Par le prix Low-Tech qui a donc été remis à Céline Després de l'ENSI Les Ateliers. Céline, je ne sais pas si vous êtes connectée. Oui, je suis connectée. Est-ce que Céline... Ah ben bravo. Donc Céline, on va vous laisser présenter votre projet. D'accord. Bah, tout le monde m'entend là? Oui, très bien, oui. Ok, c'est parti. Donc bonjour à tous, enfin, bonsoir plutôt. Je m'appelle Céline, je suis étudiante à l'ENSI Les Ateliers à Paris. Donc déjà, je suis super contente d'être ici, d'avoir reçu ce prix. Donc je vais vous présenter mon projet de grille-pain low-tech. Donc dans ce projet, je souhaite aborder à travers un objet du quotidien, le grille-pain, des questions de durabilité, de technologie injectée dans les objets. Donc, en fait, en étudiant les grille-pains électriques actuels, je me rends compte que c'est la multiplicité des pièces et l'alimentation électrique qui le fragilise et qui l'amène à être jeté assez rapidement, environ tous les 5 ans. Donc, je souhaite donc déconstruire le grille-pain actuel tel qu'on le connaît et le dessine monomatière avec un principe de chauffe par conduction, donc sur les sources de chaleur qu'on a dans la maison, les sources actuelles. Donc, c'est-à-dire qu'il fonctionne comme une casserole sur une plaque de cuisson. Toute la recherche formelle de ce projet, donc les différents modèles que vous voyez sur les images à droite de la présentation, c'est fait autour du fait que la chaleur des plaques de cuisson, elle vient du bas et qu'il faut réussir à la faire monter uniformément dans l'objet pour faire griller ces tartines sur toute la surface.
Donc c'est là que l'aluminium intervient, puisque c'est un matériau qui conduit extrêmement bien la chaleur, et qu'une fois émaillé, en fait, il devient alimentaire. Donc l'aluminium m'intéresse d'autant plus qu'il est présent en grande quantité dans les sols et réparti dans le monde, donc favorise une production et une extraction locale. Sa légèreté me permet aussi d'en faire un ustensile qui s'accorde bien dans la cuisine. Donc ce grille-pain low-tech est donc composé de 2 pièces. La première pièce qui est représentée en rouge dans les images est une pièce en fonderie d'aluminium émaillé, et ensuite de 2 poignées en acier inoxydable représentées en blanc, qui est donc un matériau qui conduit beaucoup moins la chaleur, qui permet de manipuler l'objet en toute sécurité. Le tout est assemblé par un simple pas de vis. Si on a un problème, l'objet est démontable, et on sait qu'en fin de vie, c'est deux matériaux qui se recyclent très bien. Donc ensuite, j'ai essayé de trouver des formes vraiment simples, épurées, et des couleurs intemporelles pour vraiment affirmer son statut d'objet qui est fait pour durer. Et il porte le nom de fourche à pain en référence à cet objet populaire du 19e siècle, qui est un ancêtre du grille-pain actuel, qui ressemble à une grande fourchette en métal très très simple qu'on plaçait directement dans la cheminée pour faire dorer sa tartine. Pour moi, cet objet-là, c'était vraiment un symbole de qualité et robustesse qui a traversé les siècles, et du coup, j'ai décidé de lui donner ce nom. Et pour finir, je tiens à remercier le défi et tous ses partenaires pour ce concours et pour ce prix. C'est vraiment, je pense, un tremplin pour nous, et peut-être passer à une prochaine étape dans le projet de prototypage, et à voir par la suite. Et je tiens aussi à remercier mes professeurs, dont Bruno Teinturier, qui doit m'écouter actuellement. Voilà, merci à tous. Bravo Céline, j'ai connu par le passé Bruno Teinturier, il y avait une société qui s'appelait Gulliver, professionnelle. Moi, j'apprécie beaucoup que vous ayez l'ambition de vouloir en faire un prototype, parce que finalement, dans ce cours, c'est un pied à l'étrier qu'on met aux étudiants, et s'il peut y avoir une perspective industrielle, c'est encore mieux. Tenez-nous au courant. Oui, ça marche, merci. Naïla, ton micro est coupé. Voilà. Merci beaucoup, Cyril. Là. Je laisse donc la parole à Olivier Lambert de l'IHA pour une rétrospective historique sur le grille-pain et l'électroménager. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie de votre accueil. Alors, dans le cadre du concours Alumineuve 2020, la fourche à pain, appareil en fonte d'aluminium créé par Céline Després, vient ainsi de recevoir le prix Low-Tech. Hop. Alors, j'ai un petit souci avec avec la présentation. Ah, Elle n'est pas partie. Attendez 1 minute, on va reprendre. C'est bon? Vous avez lancé? Ok, super. Donc, je vous disais donc à ce bel objet fait écho toute une série de grille-pains en aluminium, dont les premiers remontent aux années 1920. Grille-pain aux formes art déco est popularisé par le modèle de la marque française Calor. Quant aux principes de fabrication et de fonctionnement, on peut les retrouver dans les premiers fers à repasser en fonte d'aluminium, dépourvus d'alimentation électrique. Également dans la cafetière Bialetti, ou plus tard dans le presse-agrumes de Philippe Starck. Des objets fabriqués par moulage. Alors, ces objets nous rappellent que l'aluminium est très tôt un matériau du quotidien, s'invitant sur la table et dans la cuisine. Dans cet usage
du matériau aluminium, on peut évoquer différents objets comme des batteries de casseroles, des bouilloires de formes variées, des boîtes à épices de différents modèles, des autocuiseurs en fente d'aluminium, sans oublier les laitières individuelles ou industrielles. Cet essor de l'aluminium a été porté et popularisé grâce notamment au Salon des arts ménagers créé en 1923. Lors de cette grande messe annuelle dédiée aux objets du quotidien, le métal léger fait avec succès sa promotion. Au fil des années, l'aluminium devient le métal du progrès dans la cuisine, se substituant au fer émaillé et au cuivre étamé. C'est ainsi qu'en 1937, une section propre à l'aluminium est créée au sein du salon. Au cours des années 1950, le Salon des arts ménagers connaît son apogée, accueillant chaque année plus d'1 million de visiteurs. L'aluminium y assoit sa suprématie. En effet, en 1960, sur l'ensemble des articles ménagers présentés au salon, 70% d'entre eux contiennent de l'aluminium. L'art ménager du XXe siècle a ainsi noué une relation privilégiée avec l'aluminium, une relation privilégiée que nous retrouvons dans le bel objet conçu par Céline Tépresse. Je vous remercie de votre attention. Quel beau cadeau pour Céline d'être accueillie parmi les plus belles réalisations des arts. Donc maintenant, nous accueillons, comme on dit sur scène, Johan Bonnet et Paul etc. Voilà, qui vont nous parler de leur projet. Ouais, alors je vais commencer, si on m'entend. Je crois qu'on doit m'entendre. On t'entend, Paul. Oui, on vous entend bien, ouais. Alors, il faut savoir, pour commencer, que ce projet a commencé lors d'un workshop courant décembre 2019 sur l'emboutissage d'aluminium. C'était d'ailleurs un projet monitoré par Jules et Laurent. Pour parler du projet en lui-même, on a directement pris le parti avec Paul d'associer à cet emboutissage d'aluminium le tourbillon de bois. Donc d'un côté, le côté froid et rigide du métal contre finalement la chaleur et la douceur plus du bois. Donc deux médiums, deux matériaux qu'a priori tout oppose, et on est parvenu finalement à composer des volumes fonctionnels à l'échelle du mobilier en employant un minimum de matériaux. Donc, on croit vraiment en l'économie de moyens et de matière. Donc, l'idée, en fait, c'était de minimiser l'apport d'aluminium pour, au final, maximiser sa rigidité, son volume, sa tenue, notamment avec des nervures qui viendraient gainer, en fait, l'ensemble des éléments. Ensuite, ce process d'emboutissage, il a aussi permis d'avoir des pièces assez légères, ce qui était vraiment valorisant dans la fonction qu'on voulait lui donner. Et pour rester dans cette idée d'économie de matière et de recyclage, on a souhaité finalement proposer un assemblage mécanique, donc démontable, dissociable. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de vie du produit, on peut, si on le souhaite, vraiment dissocier bois et aluminium pour finalement revaloriser chaque produit indépendamment. Donc, aucun résidu entre les deux, ce qui diminuerait en quelque sorte la quantité de matière recyclable. On a solutionné ça de cette manière-là. Sinon, on a pas mal bossé en atelier en faisant des matrices, des poinçons, un peu de manière autodidacte en fait,
on s'est approprié comme on pouvait ce process d'emboutissage pour venir le réinvestir dans des propositions. D'ailleurs, on voit sur une des images quelques échantillons d'aluminium qu'on est venu travailler de différentes formes pour obtenir notre assemblage jusqu'à y arriver et avoir un résultat concluant. Et donc, c'est vraiment un principe d'assemblage qu'on propose plus qu'une gamme de mobilier en tant que telle. Donc, c'est un principe qu'on vient décliner de manière très variée. Et c'était voilà, tout l'intérêt. Donc, Paul, je te laisse continuer si tu en dis un peu plus. Ouais. Alors, bonsoir à tous. Donc, du coup, ce projet assemblage PET utilise le poinçonnage, l'emboutissage et le pliage comme procédé de mise en forme de l'aluminium. Suite à ce workshop, on a décidé de continuer ce projet chez nous pour vraiment aboutir et essayer de saisir tous les enjeux de ces procédés, de comprendre leurs limites et d'essayer de les exploiter au maximum jusque dans les moindres retranchements. Donc, en fait, les différentes étapes se suivent pour passer de la feuille à plat en 2D à un volume 3D qui soit stable et rigide, qui se maintienne dans les 3 dimensions. Et c'est vraiment ça qui nous intéressait, c'était ce passage du demi-produit de la plaque d'aluminium à un volume fonctionnel. Et donc, comme disait Johan, ce qu'on a vraiment cherché à mettre en place, c'était un protocole de conception plus qu'un mobilier fini. C'était penser un assemblage, un détail qui nous permet aujourd'hui de penser une déclinaison de formes, de silhouettes et donc de différents mobiliers ou objets avec différents usages. Et donc, c'est vraiment ces retours entre le dessin, les intentions, l'atelier où on a pu expérimenter à l'école avec une presse hydraulique et des matrices et des poinçons, ces allers-retours permanents qui nous ont permis d'affiner la direction du projet et d'en arriver là où on est arrivé. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle présentation et ce beau projet. Je crois qu'un de vos professeurs devait vous accompagner. Peut-être qu'il veut dire un mot. Oui, bonsoir, je suis là, Laurent Godard. Enchanté. Bonjour, bonsoir à tous. Bon, moi, je suis absolument ravi que, évidemment, Johan et Paul aient remporté un prix pour ce travail qu'ils ont produit. Et je suis absolument ravi, évidemment, que ce travail soit né lors de manipulation avec Jules au sein de l'ENSAD. Donc, moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce projet et la façon dont ils l'ont conduit, c'est l'humilité qui relie les mises en œuvre, on va dire l'expérimentation. On essaye des choses en atelier. Donc, ils sont sur du réel, ils sont sur du concret, ils se sont confrontés aux matériaux. Et puis, au milieu de tout ça, eh bien, il y a un vocabulaire qui naît. Alors, c'est vrai qu'on insiste beaucoup. Ce sont des étudiants en 2e année, donc ils sont au début d'un parcours, même s'ils ont déjà eu des expériences précédentes, puisque Johan et Paul ont déjà un BTS, les souvenirs sont bons. En tout cas, ils ont assez vite relié cette idée de sobriété aussi dans l'usage du matériau, dans sa simplicité. Donc nous, c'est un peu un ADN qu'on a à l'ENSAD, en particulier en 2e année. C'est quelque chose qu'on défend beaucoup, de ne pas tout de suite être dans des mises en œuvre lourdes. Pardon. Et donc voilà, ça donne un projet qui est cohérent et effectivement avec cette espèce de simplicité d'utilisation, on va dire, des petits éléments qui d'un seul coup permettent de constituer un projet beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand. Voilà. Bon. Voilà ce que je peux ajouter très simplement. Merci beaucoup. Effectivement, ça ouvre un champ des possibles assez infini. On va laisser Marie de l'IHA réagir à ce projet. Oui, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là et de pouvoir apporter justement un regard à la fois historique et patrimonial donc, sur cet objet.
Donc je suis partie du dialogue entre le bois et l'aluminium qui a été proposé par ces deux étudiants. Et je me suis aperçue qu'il y avait une tradition du concours qui va être le vecteur de la propagation du métal, mais aussi du design, avec le concours du meilleur siège en aluminium qui est organisé en 1933, donc par l'industrie de l'aluminium et lancé donc par les industriels. Et le gagnant de ce concours est Marcel Brouwer, donc une figure importante du Bauhaus, qui va remporter le premier prix et qui va présenter le siège que vous pouvez voir à droite, qui est fait de bois et d'aluminium. Et c'est intéressant parce que là encore, on a une idée d'économie de matière. On voit qu'il a étudié une construction aussi économique et simple que possible. Et ce modèle va en inspirer d'autres. Est-ce qu'on peut changer de diapo? Merci. Donc, il y a également le mobilier qui a été créé par Charlotte Perriand et Jean Prouvé, qui sont deux célèbres designers français. Et donc, ce mobilier a été présenté au Salon des Arts Ménagers en 1953. Et là encore, on a une idée de simplicité et d'économie. C'est la recherche de simplicité et d'économie. Donc, ces deux designers ont aussi inspiré la création de l'Union des artistes modernes en 1929, qui, là aussi, a pour objectif d'exploiter des nouveaux matériaux, des nouvelles techniques, et qui va se spécialiser dans le design industriel. Et je voulais juste terminer en disant que la chaise que l'on voit sur la droite, donc, qui est faite de bois et de tôle pliée, se rapproche, à mon sens, du travail qui vient de nous être présenté par nos deux étudiants. Je vous remercie. Merci à vous, Marie, pour ce bel éclairage sur le rapport entre le bois et l'aluminium dans l'ameublement. On va maintenant finir ce tour des présentations avec le projet de Marine Bournoff, étudiante à l'École supérieure de design de Troyes. Anne-Marie, peut-être que vous voulez dire un mot sur ce projet? Votre micro est coupé. Je dis ravie d'accueillir Marine Bournoff sur la tribune, puisque ça reste une tribune symbolique. Ça ne m'a pas du tout influencé dans le vote, mais il se trouve que vous travaillez en relation. Je pense que dans le propos que vous défendez, volonté d'avoir une étape d'après. L'étape d'après, évidemment, c'est la fabrication et la commercialisation. Donc, bien que vous nous bravo pour avoir été sélectionné. Bonsoir à tous, merci pour ce que vous venez de dire. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui m'ont suivi tout au long de mon projet, de ma conception, et également de m'avoir sélectionné pour le prix du design artistique. Alors, pour mon projet, j'ai eu l'opportunité que l'entreprise AFL Onicombe, représentée par Patrick Poisson, me fournisse des plaques de nid d'abeille en aluminium. Et j'ai donc orienté mes recherches autour de ce support. Utiliser le nid d'abeille en aluminium pour ce projet m'a permis de travailler cette forme qui est peu employée en dehors de son utilisation habituelle. Et je trouvais donc intéressant de pouvoir la décliner d'une autre manière. L'idée de travailler avec la cire d'abeille m'est ensuite venue pour rappeler tout d'abord les origines du nid d'abeille, puis dans un second temps apporter un aspect plus expérimental et artisanal à mon projet. L'effet de lumière sur l'aluminium était un procédé de travail que je souhaitais approfondir et j'ai pu remarquer après plusieurs expérimentations que la cire d'abeille s'y prêtait bien. Elle offre une expérience sensorielle, notamment par la vue, avec sa couleur jaune, apportant une atmosphère à l'espace, et également par ses effets de couleurs générés par le remplissage inégal et aléatoire dans les différentes alvéoles.
Son odeur reconnaissable et l'effet au toucher apportent également un atout à son utilisation. Waxlamp reprend donc tous les résultats de mes expérimentations. C'est une lampe d'ambiance composée d'une plaque de nid d'abeille, recouverte d'une couche de cire d'abeille. Une feuille d'aluminium vient se placer ensuite tout autour de la plaque et j'y ajoute ensuite à l'arrière une LED pour éclairer le tout. Cet assemblage de matériaux permettrait à la lampe d'être commercialisée soit déjà construite ou alors en kit, proposant ainsi le principe du do-it-yourself parce que c'est quand même des matières assez faciles d'utilisation. Comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé mes expérimentations dans ma cuisine avec mes outils de cuisine habituels et sans souci. Merci à tous. On voit ici en complément... Merci. Voilà. On voit ici, Leïla, donc, oui. Merci. Des photos des alvéoles en aluminium qui sont produites chez AFL Onécombe, dans l'entreprise de Monsieur Patrick Poisson qui a accompagné Marine. Marie, on te retrouve pour une présentation de cette technique de fonderie de l'aluminium. Merci Naïla. Oui, on a réfléchi sur l'emploi de cette technique d'un point de vue historique et patrimonial et on s'est aperçu en fait que ce nid d'abeille avait d'abord été appliqué au domaine aéronautique. Ce sont donc 2 tôles en alliage d'aluminium qui enserrent un cœur en nid d'abeille. Et cette structure a été utilisée parce que la légèreté est une nécessité absolue pour l'appareil et on a toujours l'idée d'alléger et de rigidifier en aéronautique. Et donc cette structure est passée donc d'un champ d'application à un autre, donc de l'aéronautique au loisir également, avec la mise au point d'un ski par Howard Head en 1947, qui là encore se compose du nid d'abeille qui est enserré entre 2 feuilles d'aluminium. Et c'est exactement la même technique qui a été reprise à l'aéronautique et appliquée au ski. Donc vous pouvez voir son créateur avec son ski, son prototype dans la main en aluminium. On voit bien le nid d'abeille. Et le dernier champ d'application, c'est également l'architecture avec un produit qui s'appelle le claustral et qui a été popularisé dans les années 60. Il est constitué donc d'une bande et d'un profilé en aluminium afin d'assurer un assemblage rapide et efficace. Et il est utilisé donc pour la rénovation de façade, pour la protection solaire, la ventilation. Mais là, à la différence des 2 autres applications que je vous ai présentées auparavant, c'est que le matériau là et cette forme particulière, elle a une fonction décorative et esthétique. Et cette fonction décorative, elle fait écho aussi à la réalisation de Marine Bourneuf qui vient de nous être présentée en fait. Et ce qui est intéressant en fait dans cette structure, c'est que elle est née dans un champ d'application complètement différent, donc un champ d'application qui se réfère à la nature. Et finalement, cette structure a été adaptée à d'autres champs d'application, donc jusqu'à un champ d'application esthétique. Voilà, je vous remercie. Si on n'a pas, Merci. Merci à tous. Merci beaucoup pour toutes ces contributions de grande qualité et très enrichissantes. Je pense qu'on a tous appris beaucoup de choses ce soir. Encore félicitations à tous les lauréats pour leur prix. On espère que ces récompenses faciliteront votre entrée dans le monde professionnel. Merci à tous les participants pour votre écoute attentive. On est maintenant à votre écoute. Donc, si vous avez des questions, je vois qu'il n'y en a pas à l'écrit sur le chat. N'hésitez pas à les poser grâce à la petite bulle qui se trouve juste au-dessus de la présentation.
ou vous pouvez également, si vous voulez prendre la parole, lever la main pour qu'on vous identifie. Anne-Marie, peut-être que vous voulez nous faire un petit mot de conclusion. Voilà, j'ai pris l'engagement depuis quelques années, vu la qualité des projets, que les étudiants qui sont sélectionnés par le jury seront invités à participer au jury du label Janus, c'est-à-dire de rencontrer leur pairs, puisqu'il y a là des industriels, des enseignes commerciales, des agences de design. Donc, vous, par l'intermédiaire de Cause qui a vos mails, eh bien, je vous inviterai lors de la prochaine session. Sachez que du jury actuellement, il y a 2 jurés qui sont d'anciens lauréats qui finalement se sont comportés de telle façon professionnelle que réciproquement, on a trouvé que c'était intéressant qu'il reste. Mais ça sera votre cas. Si vous êtes intéressé, vous pourrez évidemment rester. Voilà, je vous invite lors des prochaines sessions du label Janus. Et puis, puisque j'ai l'occasion de parler aussi des étangs, nous organisons un concours de photos qui s'appelle Explore Outside the Box depuis maintenant 3 ans. Justement, il nous permet, grâce à l'aluminium et au Dibon, d'exposer les résultats dans des qui ont été notamment à Paris Design Week, à la Biennale de Design de Saint-Étienne. Et j'espère que vous participerez, puisque la prochaine Biennale est sur le thème de la bifurcation, ce qui par les temps qui courent est assez parlant. Et donc, de nouveau, on retrouvera le matériau aluminium pour imprimer les réalisations. Voilà, merci encore et bravo aux gagnants. Merci Anne-Marie pour ces belles opportunités que vous offrez à nos lauréats. Je vois qu'il n'y a pas de remarques particulières. Lionel, vous avez coupé votre micro, oui. Non, j'ai rouvert mon micro. Bon, oui, pardon. Je préfère que ce soit Anne-Marie qui ait quand même le dernier mot, parce que c'est la présidente. Mais bon, je voulais féliciter vraiment, c'est une belle année là au niveau des prix. Juste 2 petits mots qu'on voit à travers les projets, mais ne pas oublier la notion de beau et de poésie quand même. Les choses, elles ne sont pas que pratiques, mais elles doivent être belles aussi. Et juste un petit mot sur nos amis d'aluminium. On est en train de discuter aujourd'hui de la RE 2020, qui parle beaucoup de bois, mais ça serait bien aussi que nos amis d'aluminium se manifestent pour qu'on parle aussi un petit peu d'aluminium et d'autres matériaux. Merci à vous. À l'année prochaine alors. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup Lionel. Ah, je vois qu'une main a été levée. Est-ce que la personne qui souhaite prendre la parole peut ouvrir son micro? C'était sûrement une erreur alors. Leïla, il y a une question dans le chat. Merci Cyril. Alors, finition de surface sur l'aluminium. Est-ce que la personne qui a posé cette question, Rakotozon, peut préciser son interrogation? Il peut le faire par écrit s'il préfère. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une belle soirée et je reste à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. On vous enverra par la suite un petit mail de débrief. Merci beaucoup et au revoir à tous. Bonne soirée à tous, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée, prenez soin de vous. Au revoir. Merci, bonsoir. Bonne soirée, au revoir.